Il était 5 heures. L'ombre des arbres s'allongeait sur les sentiers étroits du petit bois. Ce lieu, isolé du monde, perdit son calme à l'arrivée d'une troupe d'enfants rieurs. «Venez donc, Anne», disait à sa voisine l'unique garçonnet égaré dans ce bataillon féminin. «Avez-vous jamais vu pareille récolte dans vos montagnes?» Anne, qui avait des yeux gris dans un teint blanc et de doux chanceux frisés presque noirs, était une petite fille de 10 ans, tranquille, un peu fière en son irréprochable et très simple costume enfantin. Edmond fit malicieusement pleuvoir sur elle une volée de faine qui s'emmêlèrent dans ses cheveux. Edmond, laissez Anne Beaufort en repos. Reprit avec autorité une grande fille de 15 ans. Elle est trop nouvelle arrivée parmi nous pour s'amuser de vos taquineries. Mais Anne Beaufort ne semblait pas plus préoccupée de l'attaque que de la défense dont elle venait d'être l'objet. Elle s'éloigna en secouant doucement sa chevelure, un peu lasse de tant d'énergie. Son regard erra dans le ciel avant de retomber sur une enfant de son âge, assise sur un tronc renversé, isolée. Anne la considéra curieusement. La fillette différait du reste de la réunion, avec sa robe trop grande, vieillotte et à la coupe bizarre. L'étoffe grise semblait rugueuse. Maintenant qu'elle avait enlevé son chapeau qui rappelait beaucoup un toit de ruche, Anne voyait mieux ses traits indécis, son teint terne, ses yeux bleus trop pâles, ses cheveux couleur de chanvre serrés. Vous ne cueillez pas? Je me repose. Je ne suis pas très malade, seulement les médecins m'ont défendu la fatigue. Il n'y a pas longtemps que vous êtes à Saint-Salva, n'est-ce pas? Rien qu'un mois. Répondit Anne, serrant les lèvres pour réprimer un soupir. Vous habitiez le Haut-Jura? Ce devait être triste. Non, pas triste. Si beau. Je suis venue ici avec Marc, vous savez? Quelle Marc? Marc Beaufort. Le nouveau médecin de Saint-Salva? Mais certainement. C'est mon frère. Et il prend soin de moi avec notre vieille tante Bertille. Votre frère? Demanda Solange, dont les yeux endormis se réveillèrent soudain dans l'intérêt de sa question. Impossible, c'est un trop grand monsieur pour cela. Marc n'était que le beau-fils de maman. Mais il est quand même mon frère et mon tuteur. Et je l'aime. Ah, combien je l'aime. Son visage s'imprégnait d'une ferveur. Elle s'était détournée, les joues rougies. Moi, je n'ai que de vieux parents, mais je les aime beaucoup aussi. C'est pour cela qu'ils vous habillent et vous coiffent à leur ancienne mode? Fit Anne, en regardant la robe longue et le corsage étrange qui flottait sur le corps de Solange. Celle-ci rougit, et Anne se mordit les lèvres, comprenant qu'elle avait offensé sa compagne et effleuré en elle une secrète blessure. Elle lui proposa son goûter, une belle pomme rouge, en signe de pardon. Après une courte réflexion, Solange dit « Anne, si vous voulez, je serai votre amie. » C'est que... fit Anne, surprise par l'imprévu de la proposition. « Personne n'est bon pour moi. » Reprit Solange en entamant à belles dents sa pomme. « Vous n'avez pas encore d'amis à Saint-Salva. Puisque vous donnez ce que vous avez de meilleur, il faut être la mienne. » Ce raisonnement laissa Anne sans réplique. Son esprit était trop droit et confiant pour percer à jour le caractère égoïste et dissimulé de Solange. Au même instant, Edmond apparut. « Anne, que faites-vous là? Nous nous sommes tellement amusés là-bas. Il faut rentrer avant la nuit. Et si nous courions ?» Non, pas Solange. Elle ne sait pas courir et nous empêtre. Mais Anne saisit la main de Solange, sa nouvelle amie, et l'entraîna avec eux. Finalement, elle dut ralentir, car l'allure de Solange n'était pas, en effet, très agile. « Vous avez du bonheur d'être si bien mise. » Remarqua tout à coup Solange, comme si elle poursuivait tout haut le cours de ses pensées. « Je voudrais devenir comme vous. » Vos parents n'aiment peut-être pas les jolies choses. C'est qu'ils sont vieux et sévères. Bien sévère. Je me lève de grand matin, je travaille au jardin et au ménage, et puis j'ai mes devoirs, la couture et tout le reste. Marc est très sévère aussi. Et pourtant, il ne me donne pas grand-chose à faire. Je suis encore trop petite. Elle ajouta lentement. C'est bon quand même d'avoir tous ses parents. Vous n'avez plus les vôtres? Non, plus personne que Marc. Répondit d'un ton bref Anne qui pâlit, comme si ce sujet ébranlait en elle une fibre trop douloureuse. Solange poursuivit sans le remarquer. Votre mère est morte? Une étrange expression de souffrance passa dans les yeux clairs de l'enfant en deuil qui regarda au loin, du côté où le soleil descendait, et d'une voix altérée. Ma mère est morte. Il y a longtemps? Continua l'impitoyable Solange. Les mains tremblantes d'Anne se pressèrent l'une contre l'autre, ses lèvres frémirent. Elle se contraignit à répondre. 3 mois. Puis, emportée par le flot de l'inapaisable souvenir, elle parla à mots rapides. Seulement, comme nous habitions au pied de la montagne,
Le soleil était déjà couché. Maman venait de mourir. Marc était chez nous. Mais personne ne pensait à moi. Je m'étais sauvée au fond du jardin et je voulais disparaître parce que maman était morte. Et tout d'un coup, Marc est venu à moi. Il est venu. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit que je serais sa petite fille, que maman m'avait donnée à lui, que maman était heureuse là-haut, tout là-haut, et qu'il avait promis de m'y conduire. Elle parlait avec une émotion contenue qui la faisait trembler. Et Marc fera ce qu'il a dit, Ajouta-t-elle simplement, le cœur débordant de douleur et de tendresse. Marc était déjà médecin. Il devait aller à Paris pour continuer ses études et devenir un très grand savant. Il ne l'a pas pu à cause de moi, pour me garder et gagner notre vie. Elles étaient arrivées à un tournant du chemin où une vieille dame de campagne, rustique et ratatinée, attendait Solange. « Ma mère », dit celle-ci, en s'échappant pour rejoindre la vieille personne, qui l'enveloppa d'un singulier capuchon et l'emmena aussitôt. Anne poursuivit sa route, mais elle ne parla plus. Les questions de Solange l'avaient repliée sur elle-même. Arrivée à la grille d'une petite maison neuve, elle traversa en courant le jardinet et ne s'arrêta qu'auprès d'une femme courbée, un peu contrefaite, qui venait au-devant d'elle. « Nous avons soupé sans toi, en te gardant bien entendu ta part. » Merci, tante Bertille. Elle courut à une petite terrasse entourée d'une haie. Là, sous les derniers rayons du jour, un jeune homme au visage réfléchi appuyait pensivement contre la table de pierre un livre ouvert qu'il ne lisait plus. Il leva la tête au bruit léger des pas de l'enfant, attira Anne contre lui et plongea son regard dans ses jeunes prunelles claires, un peu tristes ce soir. « Es-tu contente de ta journée ?» Oui, Marc. Oui, mon frère. Marc la prit sur ses genoux. La petite créature indépendante et fière avait disparu. C'était une enfant passionnément tendre et presque craintive qui appuyait la tête sur l'épaule de son dernier ami. Son petit visage gardait une gravité mélancolique. Il y avait quelques larmes au bord de ses paupières baissées. Elle les essuya doucement, sans rien dire. Elle se serra plus fort contre Marc, dans ses bras fidèles qui avaient soutenu sa mère à l'heure du suprême combat, et elle baisa cette main qui travaillait pour elle. Marc Beaufort était bien un de ces êtres d'élite qui considèrent la vie comme un don précieux et redoutable, dont nous aurons à rendre compte heure par heure. Il avait atteint en peu de temps une situation privilégiée à Saint-Salvat, où il remplissait ses devoirs de médecin avec un dévouement infaillible et généreux, menant une existence sédentaire entre sa vieille parente et l'enfant envers qui il avait assumé des devoirs paternels. Anne était entrée dans ce cœur taciturne et concentré et y occupait une plus grande place qu'elle ne l'eût jamais soupçonnée. Anne grandissait, très pure, affinée et fière, sous la tutelle assez stricte qui la dirigeait. Rosalie, une vieille bonne qui avait servi la mère d'Anne, mais qui vouait à Marc une sorte de culte, complétait cet intérieur digne, où Anne respirait, pour ainsi dire avec l'air, des principes de vérité et d'abnégation. Anne et Solange demeuraient fidèles à leurs promesses. Anne intégrait Solange dans une société qui ne lui avait été jusqu'à demi ouverte et où, grâce à elle, Solange bénéficiait d'un bon accueil. Marie Harvard, la sœur du petit Edmond, était devenue infirme et ainsi douloureusement frappée, se rattachait avec une ferveur maladive aux deux fillettes, dont Anne, qui passait de longues heures dans cette chambre de malade, a consolé d'interminables souffrances auxquelles ni la mort ni la guérison ne voulaient mettre un terme. Cependant, l'entrée de la maison du docteur Beaufort restait interdite à Solange par la vieille bonne Rosalie, qui l'avait prise en aversion. Bientôt, Solange dut suivre ses parents, de petits propriétaires campagnards, dont leur modique revenu les contraignit d'aller exploiter eux-mêmes une ferme lointaine. De là-bas, Solange écrivit à son ami des lettres pleines de regrets. Il lui fallait subir des tribulations sans nombre, affirmait-elle, mais elle s'efforçait de ne point oublier les conseils d'Anne et de poursuivre ses études au milieu des occupations domestiques auxquelles l'astreignaient ses parents. Quelques années se passèrent ainsi, durant lesquelles la petite Anne devint peu à peu Mademoiselle Anne, une grande jeune fille un peu distante et réservée, mais invariablement sincère. L'année où elles eurent leurs 18 ans, Solange revint à Saint-Salvat. Mademoiselle Solange, à qui Mademoiselle Marie a offert l'hospitalité, vous attend dans le jardin du notaire. Vint prévenir un garçon de Madame Harvard. Anne se rendit presque en courant au rendez-vous indiqué, mais sous les ombrages du jardin Harvard, elle s'arrêta, indécise, devant une étrangère qu'elle ne reconnut pas. Anne recula,
interdite et éblouie. Où était l'enfant gauche, terne et plaintive, qu'elle avait réconfortée et secourue? À la place de l'ancienne Solange, Anne voyait une jeune fille élancée, dont la taille souple dépassait la sienne. Ses cheveux blonds, devenus dorés, formaient une auréole volumineuse et impalpable à ses traits toujours menus et immobiles, mais dont le teint, jadis si brouillé, s'était éclairci en un rose transparent et frais. Anne ferma les yeux, et sans savoir pourquoi, elle eut une soudaine envie de pleurer.